Bonjour à tous, ici Romy et Romain des Chroniques du football américain, toujours aussi joyeux et enjoués à l'idée de passer les prochaines minutes en votre compagnie. Bonjour. Petite question, trouvez-vous que les équipements du footballeur américain sont impressionnants? Oui. Vous vous demandez sûrement comment est-ce qu'ils ont pu arriver à un tel niveau de technologie? Oui. Vous admirez la façon dont ce sport mélange style et sécurité? Oui. Alors ça tombe bien, car c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Tout ce teasing pour ça? Bienvenue dans les Chroniques du football américain. Ce qui fait du football américain un sport aussi spectaculaire à regarder, c'est en premier lieu les équipements que les joueurs portent. Rappelant les casques et armures que pouvaient avoir les gladiateurs combattant dans l'arène, tout ce matériel donne aux footballeurs une carrure impressionnante et une allure de Robocop. Mais il n'en a pas toujours été ainsi et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Robocop? Alors non, je voulais plutôt parler de l'évolution qui va nous amener à ça justement. Ah bah en fait c'est très simple, c'est Alex Murphy, un officier qui se fait tuer par un gang, il est réincarné dans un corps cybernétique, on lui purge la mémoire et il peut vivre grâce à un exosquelette. Merci pour ce résumé fort intéressant, mais ô combien hors sujet. Tout comme l'évolution du sport et de ses règles, l'équipement de football américain n'a cessé d'évoluer au cours des années, recherchant par tous les moyens le dosage parfait entre sécurité et performance. Mais on a aussi très vite compris qu'un bon équipement pouvait faire la différence et offrir un avantage considérable sur l'adversaire, et ce constat remonte bien au-delà de ce qu'on pourrait croire. À l'époque où la Terre n'était encore peuplée que de bêtes gigantesques qu'on appelle dinosaures. Mais non, moins loin. La première trace historique d'un équipement de football remonte au XVIe siècle, en 1526 plus précisément, car on a retrouvé dans les armoires du roi Henri VIII d'Angleterre des chaussures de sport destinées à la pratique du football. Du soccer, pour être vraiment précis, mais à cette époque la distinction n'est pas encore très nette, et ça tu le sais si tu as vu l'épisode 1 sur les origines du foot US, et si tu ne le sais pas, alors c'est de ta faute. On a aussi retrouvé des bons de commande du roi à son cordonnier royal Sir Cornelius Johnson, lui demandant la fabrication de chaussures de sport en cuir brut pour la modique somme de 4 shillings. Ce qui fait à peu près 185 €. Mais ça coûtait déjà une blinde! Les prochaines innovations en termes de matériel seront faites sur les ballons, qui à l'époque étaient fabriqués en vessie ou en bourse de porc gonflé. Vous pouvez très facilement imaginer la fragilité du truc et tous les désagréments que cela pouvait causer. C'est donc dans les années 1800 qu'on décida de recouvrir le ballon d'une peau de vache, inventant ainsi le premier ballon en cuir. Il faut bien savoir qu'à l'époque, c'était des ballons beaucoup plus ronds, car il n'était pas encore question de faire des passes avec, mais aussi qu'ils étaient tous fabriqués à la main et avec des matériaux rustiques, ce qui fait qu'aucun n'avait la même forme, ni même la même taille. Alors moi, on m'a toujours dit que c'était pas la taille qui comptait. Mais heureusement, la science va vite mettre son nez là-dedans et apporter son lot d'avancées technologiques. Nous faisons un bond dans le temps et arrivons en 1840, année où Charles Goodyear inventa par erreur le procédé de la vulcanisation du caoutchouc en le mélangeant par inadvertance avec du soufre, ce qui permet d'obtenir une matière moins plastique et beaucoup plus élastique. On va donc inclure ce procédé dans la fabrication des chaussures de sport et plus particulièrement pour la conception des semelles. 1840 pour Goodyear, on peut dire que pour lui c'est une bonne année. C'est nul, mais c'est nul. C'est en 1845 que les premières règles concernant les chaussures de sport seront écrites côté rugby. Ces règles limitaient les matériaux utilisables pour les crampons au cuir, caoutchouc et plastique, limitant ainsi l'utilisation de plaques de métal et de clous. Il est de notoriété publique que les joueurs avaient une fâcheuse tendance à aiguiser les plaques de métal et les clous qui étaient sous leurs chaussures pour rendre leur jeu un peu plus tranchant. Aussi inventif et légal que le fer à cheval dans le gant de boxe. 20 ans plus tard, en 1860, les États-Unis utiliseront aussi des chaussures à crampons. Un système de pointe en métal incorporé dans la semelle des chaussures de baseball pour améliorer l'adhérence au sol des joueurs. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, les crampons étaient souvent de la fabrication artisanale, donc il faudra attendre l'année 1882 pour que soit lancée la production de la première chaussure de baseball par monsieur Waldo M. Claflin. Côté football, on introduit les premières règles pour les crampons en 1863, interdisant toute chaussure incluant des clous saillants ou des plaques de métal. Malgré cette interdiction, les premiers vrais crampons ne font leur apparition qu'en 1886 et seront brevetés par Ellis. Et leur utilisation officielle ne se fera qu'en 1891, l'année où on limita la taille des crampons et la largeur des plaques à 1,25 cm, soit un demi-inch. La forme des crampons devait être obligatoirement ronde, ne pas faire moins d'1 cm de diamètre et ne pas être pointue ou conique. Et c'est ainsi qu'à la fin du 19e siècle, les premières chaussures spécifiques au football furent créées. Faites de cuir épais, ces chaussures arrivaient au-dessus de la cheville et pesaient plus de 500 grammes chacune. Et le double quand elles étaient mouillées. Le concept s'étend dans les autres disciplines et c'est en 1890 qu'apparaîtra la première chaussure à pointe servant pour la course à pied, inventée par Joseph William Foster et fabriquée par la société J.W. Foster & Sons, qui sera rebaptisée Reebok en 1958. Tu savais que les Reebok étaient une race d'antilopes sud-africaines? Merci Romipédia. C'est cette même année qu'un joueur de Princeton nommé L.P. Smoke inventa la première épaulière en cousant des poches sur ses maillots au niveau des épaules pour y glisser des petits coussins en cuir en guise d'épaulette. Rappelle-moi son nom s'il te plaît? C'est Mr. Smoke. On peut dire que son idée elle était un peu fumeuse alors. Faut vraiment que t'arrêtes avec les jeux de mots.
C'est en 1893 qu'arriveront sur les terrains les premiers casques de protection fabriqués entièrement en cuir. Invention que l'on doit à un fabricant de chaussures qui aurait fait le prototype avec des chutes de cuir qui lui restaient dans son atelier. Et vu qu'on est dans le cuir, autant y rester, car c'est quelques temps plus tard, en 1906, que le football va prendre un tournant radical en termes de jeu, entraînant une des modifications de matériel les plus importantes. Donc, petit quiz, qu'est-ce qui s'est passé en 1906 ? Alors, si je dis pas de conneries, on a Armand Fayer qui est élu président en janvier, il y a la Russie qui a emprunté 2,55 milliards à la Bourse de Paris, il y a Marie Curie qui est la première femme enseignante à la Sorbonne alors qu'elle vient de perdre son mari en avril de la même année. C'est quand même dingue d'avoir autant de connaissances, mais de répondre quand même à côté de la plaque. C'est cette année-là que fut instaurée la règle de la passe en avant. Cette règle va entraîner une modification radicale de la forme du ballon qui va s'allonger et se profiler pour devenir aérodynamique et avoir une meilleure pénétration dans l'air. On y ajoute ensuite des lacets pour une meilleure prise en main, permettant au ballon de former une spirale et ainsi gagner en précision. Le jeu devient donc plus aérien, plus spectaculaire avec des actions toujours plus folles et des contacts encore plus violents. C'est cette violence qui forcera les joueurs à trouver des moyens pour se protéger et ainsi minimiser les risques de blessures. L'année 1917 verra apparaître un nouveau casque, le casque ZH pour Zupke Helmet, fabriqué par Robert Karl Zupke. Il est toujours en cuir, mais cette fois, il est doté d'amortisseurs de choc et de trous d'aération. A noter aussi qu'en plus de tout ça, notre bon Robert a été coach principal de l'université de l'Illinois, qu'il est à l'origine d'énormément d'innovations et d'inventions en termes de football, et qu'il a été introduit au College Football Hall of Fame en 1951. Non mais quand tu vois leur palmarès, t'as l'impression qu'ils ont eu 7 vies. Les mecs, c'est des chats en fait. Les crampons aussi vont connaître leur lot d'innovations. Dans les années 1920, on voit apparaître les premiers brevets de paires de chaussures à crampons détachables, évitant de devoir jeter toute la chaussure une fois que le crampon était usé. Et la personne qui mettra ces brevets à profit n'est autre que celui qui deviendra l'un des noms les plus influents dans les équipementiers de football, John T. Riddle. Et oui, Riddle a d'abord commencé par équiper les pieds avant de protéger les têtes. Et c'est d'ailleurs de là que vient l'expression des pieds à la tête. Mais pas du tout, non, il faut vraiment arrêter les fausses informations comme ça, sinon on va vite plus être crédible. C'est en 1923, en assistant à un match de football sous la pluie qui rendait le terrain impraticable et l'équilibre des joueurs très précaire, qu'Albert Mesmer, le plus grand hypnotiseur connu et reconnu dans le milieu du spectacle et du show. T'es définitivement flingué de la tête, mon pauvre Romy. Albert Mesmer, un jeune cordonnier, décida de créer sa première paire de crampons destinés au football. Il fonde alors Mesmer & Co avec son frère, qui deviendra par la suite la marque de sport très connue Hummel. Mais on va se lancer dans les crampons, nous aussi, mon gars. Regarde, toutes les petites firmes qui ont commencé à en faire, elles sont toutes devenues des monstres. Et t'as du matos pour fabriquer des crampons déjà ? Ah, je dois avoir un rouleau de scotch qui traîne. Ok, le débat est clos. C'est dans la même décennie que l'usine des frères Dassler commença à fabriquer des chaussures de football. Cependant, un léger différend mettra fin à l'entreprise peu après la Seconde Guerre mondiale, car Rudolf Dassler fut accusé à tort de faire partie des SS, et l'accusateur ne serait autre que son frère, Adolf Dassler. Donc là, vous vous demandez pourquoi je vous parle de ça ? Non, je m'en branle. Donc à part pour Romy, pour qui c'est le dernier épisode s'il continue comme ça, sachez que sans cette querelle familiale, personne n'aurait jamais connu ces deux grandes marques qui ont façonné l'image du sport dans le monde. En effet, après leur séparation, les deux frères ont continué à fabriquer des chaussures chacun de leur côté, et Rudolf fonda Puma en 1948, suivi par son frère Adolf qui lui fonda Adidas en 1949, toutes les deux dans la même ville de Herzogenaurach. Je retire ce que j'ai dit, c'était extrêmement intéressant. Je peux rester ? Habilement bien rattrapé. C'est au tour des épaulières, en 1930, de se moderniser un peu grâce à la marque Spalding, qui fabrique les premières épaulières recouvrant entièrement les épaules et le buste. Mais qui dit plus de protection, dit aussi plus de matière, donc une épaulière qui pèse plus lourd. Ah oui, avant ils avaient rien à part leur petit coussinet. C'est pas compliqué d'être plus lourd que rien. C'est assez pertinent comme réflexion, effectivement. Les premières grilles feront leur apparition en 1935, inventées par monsieur Vern Macmillan et fabriquées en fer recouvert de caoutchouc. Il s'agissait à l'époque d'une simple barre entourant le visage et attachée sur le casque au niveau des joues. Dans un souci de légèreté, cette simple barre de métal sera même remplacée plus tard par une plaque de plexiglas large de 10 cm. Une barre en fer ou en plastoc attachée à une cagoule en cuir, ça devait pas être bien stable et sécure tout ça. C'est sûrement ce qu'on s'est dit à l'époque, car à peine 5 ans plus tard fut inventé le premier casque en plastique, et c'est encore une fois Riddle qui est à l'origine de cette invention. En 1939, le premier casque en acrylonitride butadiène styrène fut inventé. Malheureusement, il ne sera pas autorisé tout de suite car il est déclaré trop dangereux pour les joueurs d'en face. A savoir qu'aujourd'hui, le nom de Riddle ne peut pas vous être étranger car il apparaît sur la quasi-totalité des casques que portent les joueurs NFL. 8 joueurs sur 11 en moyenne dans une équipe. C'est incroyable cette capacité que tu as remis d'avoir une fourchette de réponse allant de la stupidité la plus basse jusqu'à la pertinence parfaite des propos. Alors, comme j'ai pas tout compris, je vais dire merci. C'est d'ailleurs après cette invention que le général George S. Patton contacta Riddle pour lui demander d'améliorer les casques de l'armée américaine afin de les rendre plus confortables.
Riddell se pencha sur l'amélioration du casque M1917 qu'il transforma pour donner le casque M1 bien plus confortable et apportant une protection bien plus supérieure. C'est donc le seul homme qui soit capable d'inventer des casques qui servent aussi bien à rattraper des balles qu'à s'en protéger. Mais est-ce qu'on serait pas là sur ton premier jeu de mots passable ? En 1950, c'est la marque Wilson qui va améliorer un peu les ballons grâce à sa nouvelle acquisition, l'Ohio Kentucky Manufacturing, spécialisée dans le football, qui fabriquera les premiers ballons de football Wilson entièrement à la main comme c'est le cas encore aujourd'hui. C'est d'ailleurs dans cette usine en Ohio que sont fabriqués tous les ballons des matchs de NFL, ballons fabriqués à la main, en cuir et calibrés avec une telle précision qu'ils font tous 30 cm de long, 56 de circonférence et pèsent 425 grammes. Alors sauf pour les ballons des Patriotes à ce qui paraît. Ah non mais tu vas t'attirer des problèmes là, ne rentre surtout pas dans ce débat, t'es un grand malade. C'est en 1954 que la marque Adidas se jette aussi dans le marché du crampon et lance la première chaussure moderne de football dont la semelle n'est cette fois pas faite en cuir mais entièrement en plastique. Ce nouveau procédé va d'ailleurs être grandement utile à la fabrication des crampons en plastique moulé qui serviront à la pratique du football sur terrain synthétique qui commence à se démocratiser de plus en plus à cette époque. Ah, ils vont enfin connaître les joies des pizzas purulentes sur la peau à chaque glissade que tu fais sur ces terrains et le bonheur des pansements et des fringues qui collent dessus. La première radio qui relie le quarterback au coach principal annonçant les jeux sur le bord de la touche fut inventée en 1966 et fabriquée avec un récepteur et une enceinte de transistor. Et c'est le coach Paul Brown qui décida de la mettre en place pour réduire le temps d'annonce des jeux et faciliter les échanges avec le QB. Non mais c'est de la triche, à tout moment le coach il peut donner des infos à son joueur pendant le match. Et c'est bien pour ça que le coach n'a le droit de parler à son joueur que pendant le huddle, cette réunion de joueurs qui se mettent en rond avant chaque action et qui ne dure que 40 secondes maximum. En 1986, c'est un nouveau matériau qui est utilisé pour la fabrication des casques, qui le rend plus léger, plus durable et qui offre une meilleure résistance au choc. Le polycarbonate qui est un matériau très rigide et peu combustible composé de bisphénol A, C15H16O2, pour ceux qui seraient intéressés par la formule chimique. Et tous les petits footballeurs américains chimistes te remercient de ton intervention, Romy. C'est encore Riddell en 2002 qui lui s'occupera d'améliorer l'intérieur du casque avec sa gamme Révolution, en faisant un intérieur entièrement en vinyle qui pouvait être gonflé pour adapter encore un peu plus le casque à la tête du joueur. Révolution est d'ailleurs encore aujourd'hui la gamme de casques la plus vendue sur la planète. Malgré toutes ces innovations, l'équipement de football américain reste encore en constante évolution. La recherche de performance pousse les marques à trouver de nouveaux moyens et matériaux pour alléger l'équipement. Fini le cuir pour les épaulières, les coques sont faites en polycarbonate et tous les coussins intérieurs sont fabriqués en nylon. Les grilles en fer sont vite remplacées par des grilles en carbone beaucoup plus légères et aussi résistantes, et ces dernières années nous avons pu voir arriver les premières épaulières dont la coque est entièrement faite en carbone. Tout ce qui est textile et uniforme vont aussi suivre la marche du progrès grâce à de tout nouveaux matériaux. Là où à l'époque on trouvait encore des vêtements fabriqués en laine épaisse ou en gros tissu, on trouve aujourd'hui de nouvelles matières comme le nylon, le polyester ou l'élastane, rendant les tenues plus légères et beaucoup plus résistantes avec un élargissement avant rupture de 600% contre 30% pour la laine. Les règles visant la protection du joueur vont grandement influencer les fabricants de matos qui vont jouer la corde sensible de la sécurité et surtout la protection contre le plus gros fléau du football américain, la commotion cérébrale. Les premiers casques anti-commotion font leur apparition sur le marché comme le révolutionnaire Schott Ion 4D, avec son intérieur entièrement recouvert d'absorbeurs de choc et de coussins en vinyle gonflables grâce à deux petites valves placées sur le haut du casque, mais aussi avec ses fixations de grilles en caoutchouc permettant d'absorber encore un peu plus les coups lors des contacts. Aujourd'hui, la sécurité est l'argument numéro 1 et toutes les marques se sont lancées dans la course à la nouvelle technologie en termes de protection du joueur. Une des dernières avancées connues en termes de protection anti-commotion fut commercialisée chez Riddell, suivie de près par Schott qui sortent le Riddell Speedflex et le Schott F7, tous deux équipés de systèmes flex placés directement sur la coque du casque qui réduit encore plus la force d'impact au niveau du crâne. Et le petit dernier en date qui commence doucement à arriver en France est le Zero One de chez V6, qui lui va encore plus loin dans la prévention des chocs à la tête car il possède une coque déformable qui va absorber les coups un peu à la manière des pare-chocs de voiture. Associé à la multitude d'amortisseurs et de pattes qu'on retrouve à l'intérieur, tout cela fait de lui le casque le plus sûr en termes de prévention des commotions cérébrales. Et tu ferais confiance toi à un petit nouveau qui se lance sur le marché? Oui, surtout quand tu sais que cette technologie est utilisée dans la confection de matériel militaire et que la marque bosse et teste des innovations en partenariat avec l'armée. Ah non mais moi je demandais ça comme ça, c'est tout. Nous venons donc ensemble de voyager à travers les époques du passé jusqu'à nos jours, nous avons pu voir les évolutions et innovations apportées au matériel qui nous sert aujourd'hui à la pratique du foot US. Mais nous pouvons aller encore plus loin, dépasser les barrières temporelles et faire un saut directement dans le futur. Où ça? Romy, démarre le convecteur spatio-temporel et fonce à la vitesse de 88 miles à l'heure. Pourquoi tu parles bizarre d'un coup? Mais non mais c'était pour faire une imitation de Doc.
Tu sais, comme on dit qu'on va dans le futur, c'était pour faire un clin d'œil à Retour vers le futur. Bien que les progrès au cours des siècles aient été spectaculaires, ce que nous réserve le futur l'est tout autant. Et nous commençons tout de suite avec le premier projet totalement dingue, le casque inventé par le Greedy Run Labs. On vous parlait de Robocop au début de la vidéo, là on est carrément dans le thème. En effet, ce casque au design et aux lignes totalement futuristes sera bourré de toutes les meilleures technologies qu'on trouvera sur le marché. Prévu pour être prêt d'ici l'année 2030, il sera fabriqué en premier lieu pour garantir à tous les joueurs qui le porteront une protection maximale contre les commotions cérébrales. En soi, c'est déjà pas mal. Mais n'oubliez pas qu'on est aux États-Unis et en 2030, donc va falloir donner un peu plus. Tous les casques seront équipés de la technologie de caméra sportive GoPro. En effet, 2 micro-objectifs placés à l'avant et à l'arrière du casque donneront une vue d'ensemble sur ce qui se passe tout autour du joueur durant un match. Médicalement parlant, c'est super intéressant car on pourra voir les circonstances exactes d'une blessure grave d'un joueur et ainsi adapter immédiatement les soins à donner. Et sportivement parlant, ces enregistrements sont une vraie mine d'or pour l'analyse du jeu car on aura exactement tous les faits et gestes des joueurs de l'équipe adverse. En plus de ça, tous les casques seront dotés de capteurs ultra sensibles, enregistrant en temps réel tous les chocs et leur puissance que les joueurs auront reçus à la tête. Donc là, on a fait le tour des innovations sécuritaires et utiles. Maintenant, place au bling bling. Sur ce modèle de casque, toutes les grilles, ou face mask en anglais, se relèvent à la manière des visières des casques de moto. Mais oui, parce que des fois le Waterboy, quand il donne à boire à la gourde à travers la grille, il loupe un peu la bouche, et du coup il y a plein de petites gouttelettes qui coulent le long du cou du joueur. Oh, pauvre petit chat. Mais au moins maintenant, avec la visière qui se relève, on est sûr que le Waterboy il loupera pas la bouche. Et sinon, boire tout seul comme un grand ? La visière du casque est en fait un écran de contrôle qui affiche en temps réel les jeux appelés, les trajectoires à suivre, toutes les infos nécessaires au joueur pour faire son jeu et même les stats du joueur qu'il a en face de lui pour savoir comment le battre. Mais alors terminez d'apprendre tout par cœur, les playbooks, les actions, les techniques. Oh chut les vieilles techniques ancestrales et vive le futur bordel ! Calme-toi, ça arrive qu'en 2030, t'en auras d'autres des playbooks à apprendre d'ici là. Et ben c'est là qu'on voit que le présent c'est quand même une belle époque de merde. Un amplificateur de son est équipé sur chaque casque pour pallier au problème du bruit dans les stades qui empêche le joueur de bien entendre le jeu qu'il doit jouer. 65 000 supporters, même si ça chuchote, ça fait quand même du bruit, c'est vrai. Oh, pauvre petit chat. Mais ils sont aussi, à l'inverse, équipés de filtreurs de son pour pouvoir pallier au problème du bruit dans les stades qui déconcentre le joueur pendant son jeu. Oh, pauvre petit chat. Et enfin, une nouvelle technologie de serrage automatique de mentonnière sera mise en place pour faire gagner du temps au joueur qui mettra son casque en urgence pour rentrer sur le terrain. Oh, pauvre, on a compris Romy, c'est bon. La dernière et complètement folle innovation sur ce casque reste de loin la coque extérieure qui réagit et change de couleur en fonction des actions du joueur sur le terrain. Lors d'un plaquage ou d'un touchdown, le casque s'allumera, rendant la célébration et le show encore plus spectaculaires. Non mais y a que moi qui trouve ça naze et inutile, sérieux ? Malheureusement, faut vivre avec son temps, mon pauvre Romy. Mais si tu veux un exemple parfait d'inutilité, je te conseille de te pencher sur le projet suivant. C'est un designer, Victor Salomon, et une star de basket, LeBron James, qui sont à l'origine d'un projet totalement farfelu appelé The Will Be Seen, qui se traduit par « Ils seront vus ». Je pense avoir saisi la parfaite dose de conneries et de narcissisme qui a conduit à ce projet. Attends, regarde la suite. Tu verras, c'est drôle. Décrivant les joueurs de football comme enfermés dans leur casque et obligés à l'anonymat, ces deux grands esprits ont pensé qu'il serait bon de remédier à ça et ils ont trouvé le moyen de fabriquer des casques transparents appelés The Glass Helmet, le casque de verre. Tu sais Romain que je m'y connais en conneries. Mais alors là je dois dire que j'ai trouvé mes maîtres. Des casques obtenus grâce à un procédé appelé la stéréolithographie couplé à de l'impression 3D, puis ensuite nettoyés et polis pour donner des casques et une grille aussi solides que les normaux en étant aussi clairs que du cristal. Mais non mais Romain, je t'en supplie, dis-nous que le futur nous réserve des innovations utiles et intelligentes. T'inquiète mon Garen, j'ai ça en stock. Des prototypes d'épaulières sont testés en ce moment même par l'armée américaine pour créer un équipement qui ne ferait qu'une seule et même pièce avec l'épaulière, le protège-cou et le casque, toujours dans la recherche contre la réduction des commotions cérébrales. Ah, ça va un peu mieux. Je t'en prie, continue de m'en parler, ne t'arrête pas. Inspirée des équipements de pilotes de course automobile, cette technologie oscille entre l'utilisation de vérins qui relieraient les côtés et l'arrière du casque à l'épaulière ou d'une pièce en plastique souple qui viendrait s'adapter au niveau de la nuque. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau dans la boîte crânienne est libre, donc en cas de choc violent ou de changement brutal de position, il vient taper la boîte crânienne et ainsi causer les commotions cérébrales. Donc le but de ces vérins et autres supports seront de ralentir le mouvement, absorber l'onde de choc et ainsi essayer de garder le cerveau à peu près en place là-dedans. Mais des commotions, j'en fais tous les jours moi. Pardon, mais c'est super dangereux. Ah bah ça dépend le moment de la journée, si c'est la petite ou la grosse commotion. Ça fait au moins plaisir de te retrouver en pleine forme après ce petit coup de mou. Frais comme un gardon et chaud comme la braise. C'est donc accompagné par la forme olympique de Romy que nous terminons ce voyage dans le temps, survolant ce qui a été, ce qui est, ce qui sera ou qu'on espère ne sera pas l'équipement du footballeur américain. Ah tiens, j'ai retrouvé mon scotch pour fabriquer mes crampons.
N'hésitez pas à nous écrire en commentaire ce que vous avez comme matos, comment vous le trouvez, ce que vous aimeriez acheter, et aussi ce que vous pensez des futures innovations qui nous attendent pour l'équipement. Et que je dise pas une critique positive sur les casques en verre, sinon je jure que tu ne vas rien faire car chacun pense ce qu'il veut et qui es-tu pour dire ce que les autres doivent penser, hein? Non mais un casque en verre? En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à partager la vidéo autour de vous. Ça montrera à votre mère ou à votre femme que c'était quand même beaucoup plus risqué à l'époque, donc qu'elles viennent plus se plaindre quand vous mettez autant d'argent dans votre matos. La sécurité avant tout. J'en profite d'ailleurs pour vous dire, si vous débutez le football américain, que la plupart des clubs louent du matos la première année. Donc ça sert à rien d'acheter directement un équipement complet et relativement cher, car de 1, vous allez peut-être arrêter très vite ou en faire qu'un an, dans ce cas-là c'est très con d'avoir du matos neuf qui sert à rien, et de 2, si vous pratiquez une année complète, vous serez plus en mesure de choisir un équipement qui vous convient et qui vous sera vraiment utile au poste que vous occuperez au sein de l'équipe. Si vous saviez le nombre d'équipements qu'on voit arriver sur le bon coin 2 mois après la reprise d'une nouvelle saison. Donc on espère, Romy et moi-même, que vous avez passé un bon moment avec nous. En tout cas, nous, on vous remercie d'être là à nous regarder, à nous encourager et à nous aiguiller sur comment faire évoluer la chaîne, car comme pour l'équipement de foot, on ne cesse d'apporter des nouvelles innovations pour vous donner le meilleur, mais aussi parce que les innovations, c'est ce qui distingue les leaders des suiveurs. C'est de Steve Jobs, ça. Ouais, bien joué. Bah, qu'est-ce que tu crois? J'ai un iPhone, hein. En tout cas, t'es pas prêt d'avoir tes crampons. À très bientôt, dans un nouvel épisode des Chroniques du football américain.